Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Nakamonchi pour ce nouvel épisode sur TEW avec la WWF en 1994. Enfin 1994, on est maintenant en 1995 parce que c'est l'épisode numéro 11 et on va booker ensemble le mois d'avril 1995, le dernier mois sans pay-per-view. Parce qu'ensuite à partir du mois de mai il y aura les shows In Your House qui seront là tous les mois. Enfin les mois où il n'y aura pas de gros pay-per-view du Big Five. Et ce mois-ci, ça va être le premier mois où Paul Heyman aura les commandes de notre bonne vieille WWF. Donc Paul Heyman qui n'a pas une bonne gimmick, hein, comme on l'a vu lors du précédent épisode, qui était en consultant quelque chose, je crois. La Authority Figure, c'était awful. Donc je prépare un changement de gimmick, ce ne sera pas pour cet épisode, parce qu'il faut toujours un mois de latence. Donc changer une gimmick qui ne fonctionne pas, et la gimmick que j'ai choisie, elle est où, c'est Mystérieux. Voilà. Mystérieux, dans la description, c'est quelqu'un dont on ne sait pas grand chose, de où il vient, de son passé, de ce qu'il a fait, etc., etc. Donc dans le microcosme WWF, ça colle plutôt bien, pour l'époque, en tout cas 95. Donc on est plutôt pas mal. J'ai fait le tour de la compagnie pour voir où est-ce qu'on s'était arrêté la dernière fois. Et on est plutôt pas mal. On va pouvoir y aller tout doucement. On va pouvoir se diriger vers notre premier Monday Nitro, cet épisode. Donc c'est pas pour le lundi, c'est pour le mardi. Toujours, on est toujours en diffusion les mardis. On verra à l'avenir si on décide ou pas de passer au lundi. On a eu un house show que j'ai déplacé exceptionnellement à Tri-State pour voir comment ça se passait. Et là on a fait que 683 fans, donc on va arrêter et on va repasser sur les shows, enfin sur les house shows exclusifs à notre, c'est où? C'est là, notre région mère, qui est donc le New England, parce que j'ai vu que la Tri-State avait une fanbase énorme de 100%, hein. Donc je me suis dit que même si on fait moins de fans, peut-être qu'on va faire plus d'argent. Au final, non. Donc on va arrêter la Tri-State et on va retourner dans le New England qui a une fanbase moindre mais dans laquelle on a plus de popularité. Donc voilà, petit test qui n'a pas été concluant. Donc on y va. Je vois qu'on a 43 catcheurs actuellement sous contrat, il nous en fait un minimum de 39. Même avec les départs, ça n'a pas changé. On n'a pas été non plus en danger à ce niveau-là. D'autant que ça ne prend pas en compte les catcheurs qui sont blessés ou en vacances. Là, on a 3 catcheurs en vacances. Enfin, en blessure ou en rehab. Donc, on a 3 indisponibles. Donc, ça fait 46. Donc, on est large. On est large à ce niveau-là. Pas de soucis. Allez, on y va. Premier show de cet épisode. Allez, on commence tout de suite cet épisode avec du bon catch dans le pré-show. Pour pas changer. Diesel, notre champion, avec Rey Mysterio, donc en équipe avec Rey Mysterio, contre Dean Malenko et King Kong Bundy. Voilà, deux équipes un peu random, constituées un peu comme ça, pour voir si éventuellement il y a de la chimie quelque part. Il n'y en a pas. Mais ça me fait un bon match, 77, moins de 10 minutes, voilà, ça permet de mettre en action un petit peu tout le monde. Victoire de Diesel qui va battre Malenko, Jackknife Powerbomb. Ok. Diesel me fait un bon 76, c'est très bien, Malenko un gros 83, on est bien. On ouvre la carte principale avec Paul Heyman qui va me faire un petit rating de 47. Je suis un peu déçu. Mais je suis en train de me rendre compte qu'il est populaire dans la Tri-State, mais j'ai pas trop fait gaffe si c'était le cas dans le New England aussi. Donc il va falloir que je me penche là-dessus. En tout cas, Heyman, qui va ouvrir le show, qui va ouvrir entre guillemets cette nouvelle ère chez WWF. Et voilà, il va faire un petit peu le tour de la compagnie. La famille Hart, voilà, Bret Hart. Il va se mettre un peu le public dans les fans, enfin les fans dans la poche, en tressant des louanges aux plus gros babyface de la compagnie, les Bret Hart, les Diesel, les Razor, etc. Et il va finir par dire qu'il souhaiterait un meeting, un rendez-vous avec Owen Hart, voilà, qui ne donne pas de nouvelles depuis ces 2 dernières semaines. Donc Paul Heyman souhaite discuter avec Owen Hart. Voilà, l'invitation est lancée. On verra ce qui va se passer. 47, petit début de show. Non, on ne change pas la gimmick de Paul Heyman. Dans un match décent, premier match du show, Hakushi va battre le Samoan Savage. Voilà, 8 minutes 14, Samoan Savage qui fait ses débuts.
avec une gimmick qui a un rating initial de pour, donc c'est faible. Bon, après lui, il a que pour un mois. Comme j'ai annoncé sur le précédent épisode, c'est le cas aussi pour Perry Saturn, qui a fait ses débuts sur le show, en main event. Il y en a un qui est en opener, l'autre en main event. Ça fait 60, ok, on continue de donner du momentum à Akushi. Voilà, c'est la seule raison de ce match. Derrière, promo backstage, Yokozuna, qui nous révèle pourquoi il a tourné sur Shawn Michaels. Ça fait un petit rating, c'est pas terrible, ça fait que 61. Voilà. Tout simplement, Yokozuna, c'est un ancien champion du monde, c'est la plus grosse menace de la compagnie. Il s'est senti un peu insulté de voir que Michaels était venu le recruter, le considérer comme un second couteau, en tant que bodyguard, en tant que garde du corps simplement, alors que Yokozuna il pourrait l'éclater comme il en a envie. Mais il s'est laissé convaincre parce que il se dit que Michaels, il venait de gagner le Royal Rumble, il était dans la title picture, il avait l'intention d'aider Michaels à remporter le titre contre Nash, pour ensuite tourner sur Michaels et lui prendre le titre à Michaels tout simplement. Mais ce con, eh ben, il lui a dit il l'a laissé derrière lui à WrestleMania, il est allé tout seul contre Diesel et il a perdu. Parce que Michaels, il est nul, il n'est pas aussi fort que ce qu'il croit. Et donc il a vu un petit peu cette bromance renaître entre Diesel et Michaels. Et il a compris que Michaels allait bientôt se passer de ses services. Donc il s'est dit, je veux prendre les choses en main, je vais me débarrasser de lui avant que lui ne souhaite entre guillemets se débarrasser de moi. Donc voilà, tout simplement. Michaels hors de l'équation, ça fait 61. J'ai rajouté Yokozuna, pardon. Dans la storyline entre Diesel et Michaels, il faut que je la renomme pour aller un petit peu plus loin là-dessus. Ça fait 61, c'est pas terrible. Yokozuna en promo, c'est pas ouf. Shane McMahon pas noté, parce que Shane McMahon il est nul, on le sait. Donc voilà, on va voir ce que va nous réserver les prochaines semaines. Derrière un match que je me suis senti obligé de caser, parce que je me suis trompé la semaine dernière, enfin sur l'épisode précédent. J'avais fait un gros 3 contre 3 avec Jeff Jarrett du côté des Heels et je crois Bob Holly du côté des Face. Quelque chose comme ça. J'avais fait un 3 contre 3 et je voulais donner la victoire pour le Can-Am Express. Mais j'avais oublié de booker le vainqueur. Et le road agent du match avait décidé que c'était les Smoking Guns qui allaient gagner. Donc voilà, pour un peu faire un booking 50-50, on fait le rematch, on fait le rematch entre guillemets. Et cette fois c'est le Can-Am Express qui l'emporte avec une victoire de Phil Lafont sur Bartgull. Voilà, Fisherman's Hook Suplex, ça fait 60. C'est pas ouf, mais on va continuer à donner du momentum au Can-Am Express. Vu qu'on est à 1-1 dans les confrontations entre guillemets entre les deux équipes, je pense qu'on va faire une belle la semaine prochaine pour définitivement mettre le Can-Am Express au-dessus des Smoking Guns. Alors il y avait des trucs à faire. Qu'est-ce que c'était? Ah oui, Doug Furnas. Ah oui, il fallait que je change sa gimmick. Bah, ce sera pour plus tard. Il n'y avait que lui, je crois. Il devait y avoir que lui. Handle Change. Il n'y avait que Doug Furnas. Donc ça ascendra le mois prochain, le mois de mai. Hop, derrière, Jushin Liger va affronter Joe Malenko pour continuer à prendre du momentum. Ça fait une belle note de 71 parce que les deux lutteurs ont une great chemistry, donc c'est bien. Liger n'a pas de chemistry particulière avec Dean Malenko. J'aurais préféré que ce soit le cas, mais bon, on prend celle avec Joe quand même. Liger va battre Joe Malenko évidemment, voilà, 9 minutes 36. Sheer drop, Brainbuster, grosse performance de Liger qui fait 83, qui continue à prendre du momentum en solo. Et on va en avoir besoin pour les prochaines semaines. Rating de 71. Derrière, promo, enfin segment enregistré, avec l'Undertaker qui va s'adresser directement à Ted DiBiase, qui lui dit que Ted DiBiase, tu peux recruter tous les monstres et tous les freaks que tu veux. Rien ne m'empêchera, n'empêchera la finalité de cette histoire qui est que je vais récupérer mon urne et que je vais t'enterrer. Voilà. L'Undertaker n'a pas été très bon en improvisant son dialogue, ça fait quand même une note de 77, donc on va pas se plaindre, même si on a déjà vu faire des bien meilleures performances. En tout cas, la storyline avance, il gagne pas de hit, mais elle avance. Derrière, Sabu, elle va prendre du momentum à son tour, il va battre Bob Backlund, hein, qui a re-signé dans la compagnie en paper apparence, donc ça fait quelques économies. Maintenant, on va lui faire transmettre de l'overness à plusieurs catcheurs, qui eux vont rester et qui eux vont avoir un rôle plus important dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Bah, on va commencer avec Sabu, même si Sabu il est un tout petit peu plus over que Bob Backlund. Je crois qu'il a 2 ou 3 points de popularité en plus dans le New England, mais ça lui fera pas de mal de prendre une victoire.
J'avais besoin de donner une victoire à Sabu, ça fait 72. Premier match depuis WrestleMania, 64. Voilà. Hop. Ensuite derrière, Main Event. Un excellent match, 90. Oh, qu'est-ce qu'ils m'ont fait ces cons? Ils viennent de me faire le deuxième meilleur match de l'histoire de la compagnie. Ah mazette. Peut-être que Perry Saturn va gagner un contrat à vie. Hein. Fantastic 8, Guat Wrestling, Bret Hart va battre Perry Saturn en 10 minutes 14 par pinfall, Victory Roll 90. J'avais mis Steal the Show, je crois. Je suis pas sûr. Ouais, c'est à eux que j'avais donné Steal the Show. Et ben ils vont carrément voler le show. Bret Hart, note exceptionnelle, 96 pour sa première apparition post WrestleMania. Perry Saturn, première apparition tout court. On lui fait que 57. Il n'y a pas de chimie entre les deux, mais ça n'empêche pas que ça me fait un excellent 90. Est-ce qu'il y a des choses ouais, le segment a été pénalisé à cause du match court. Bah ouais, bah après, en même temps, je m'attendais pas à avoir une aussi grosse tuerie en main event. Donc voilà, si je leur avais laissé quelques minutes de plus, on aurait pu faire le meilleur match de l'histoire de la compagnie. Voilà, Bret Hart Perry Saturn, ça aurait pu être meilleur que Bret Hart Owen Hart à WrestleMania. Dans le main event d'Euro, comme ça, au plus grand des calmes. 70, super. Ouais, qu'il y a une storyline qui commence Hitman Target the King. Parce que Jerry Lawler est à la table des commentateurs. Derrière, on fait une note de 92. Je pense qu'on va faire le meilleur show de l'histoire de Raw. Enfin, de la WWF. Lawler a du business non terminé avec Bret Hart. Parce qu'il s'est senti humilié il y a 2 ou 3 semaines, je crois, quand ils se sont affrontés. Bret Hart l'avait pris de haut. C'était un peu joué de Jerry Lawler. Donc voilà, Lawler revient à la charge. On va occuper Bret Hart pendant quelques semaines. Ça fait une excellente note de 92, pas de physicalité entre les deux, juste quelques échanges au micro, mais on comprend que les prochaines semaines vont opposer les deux hommes. Jerry Lawler n'a pas été bon, mais ça fait quand même 92, la performance de Bret Hart était fantastique, et lui il a bien improvisé. On finit le show là-dessus, qui me fait une excellente note de 84. Donc meilleur show ever de WWF, WrestleMania mis à part. Parce que WrestleMania c'est quand même exceptionnel. Karl Kramer, que je vois, bon, que je connais pas, mais un petit côté Otis. Les petits mails GWF Financial Warning. Ok, bon GWF, on va aller faire un petit tour. Moins 250 000 $. Au niveau de la size, ça va pas m'intéresser. Ça va pas m'intéresser d'éventuellement de les racheter. Je sais pas s'ils sont ouverts à un takeover, ils sont ouverts. Mais de toute façon, en termes de popularité, ça va pas m'intéresser. Donc malheureusement, je vais passer mon tour. Rating de 0.20 pour Monday Nitro. Liger et Mysterio sont un peu fatigués. New Japan partenaire avec UWFI. Comme en vrai. C'est à peu près la même période, 95. Michael Hayes pour re-signer. Est-ce que Michael Hayes il pourrait m'intéresser? J'ai pas l'impression. Il est booker chez RWS. Je sais pas qui est RWS. Mais ça va pas m'intéresser, ça va pas faire un meilleur Road Agent que ce que j'ai. Microphone, il a un excellent 89. Un excellent 89. Star Quality, un petit 78. Charisme, 82. Ça pourrait faire un manager pas trop mal. Hein. Il a encore des basiques. C'est encore un catcher. Ouais, wrestler toujours. Bon, après, je pense qu'en stamina, c'est pas ouf. Ouais, 66. Pas faire des matchs très longs. 77 en basique. Psychologie, 80. Michael Hayes, petite main dans la mid-card, c'est pas trop cher, ça pourrait être pas mal, 100% lead bien évidemment. Ouais. Ouais. Bon, il casserait un Honor Gold, donc c'est pas possible. Ouais, je pense qu'il est pas assez tough. En toughness, on doit avoir 60, il est à 59. Il est à 59, donc de toute façon, la toughness, il progressera pas. Donc, c'est mort pour Michael Hayes. Bon, 800 $ par show quand même. Mais ça aurait pu être pas trop mal, je pense. Au final, Michael Hayes. Je pense qu'on aurait pu en faire un petit truc sympa. Bon, peut-être pas dans les storylines non plus, mais pour distribuer un peu de awareness. Mais en fait, j'ai pas regardé sa popularité plus que ça. Donc, bon, sur le papier, plutôt bonne idée, mais ça aurait pu finir par être une fausse bonne idée. Yoshihiro Tajiri et Ton. Voilà, hyper musclé Tajiri. Donc, on est bien. Tajiri que j'ai shortlisté, mais il y a un tout début de sa carrière. Un Young Lion. On l'avait vu il y a quelques épisodes que ça. 12 dans la région de Kanto. Commence à prendre un peu de popularité. Aux États-Unis, c'est. Personne n'a jamais entendu ça. New England, 10 000 $ dans le House Show. Le dernier House Show.
All Japan, nouvelle équipe, Eddie Guerrero et Ricky Steamboat. Pas mal. Ricky Steamboat qui a signé un contrat pay par apparence à la All Japan. Fait une belle équipe de Gaijin avec Eddie Guerrero qui lui est signé, donc lui je pourrais pas l'avoir. Nouveau match de l'année peut-être entre Mitsuharu Misawa et Toshiki Kawano. Bon. En même temps, est-ce qu'on est bien étonné? 99. Voilà. Bon. 99-97 pour la performance in-ring, 45 000 personnes. Voilà. All Japan, quand ça envoie, ça envoie. Stan Hansen Rocher Kimura. Stan Hansen qui me fait un bon 77 quand même, pas mal. Et les débuts en équipe de cette équipe. Eddie Guerrero fait un excellent 90, Kenta Kobashi 96, Ricky Steamboat 77. Doula Butcher, bon voilà, 43, fin de carrière, pas ouf, mais ça fait quand même 80. Alors, nos négociations avec Owen Hart ont abouti. Donc on va devoir sortir beaucoup plus d'argent qu'auparavant. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est le jeu. Ivan Putski et Afas ont maintenant quitté la compagnie. Vader a regagné un titre. En battant Sid. Troisième fois que Vader est champion US, ok. Nous, il faut regarder. Coup de diarrhée, d'ici, on peut voir les contrats. Ken Patera s'en va demain, ok. Et Alun Rablais s'en va dans 5 jours. Donc ce mois-ci, voici les deux départs. Je voulais regarder un truc. Je voulais regarder quoi? Je me souviens plus. Ah oui. Paul Heyman, la popularité. Tri-State 56, New England 42. New England 42, c'est pas terrible. C'est pas terrible, il va falloir que je fasse avec malheureusement. Bon, la semaine ayant été assez calme, on est déjà de retour pour le deuxième épisode de Monday Night Raw. Avec en pré-show un six-man tag qui va me faire une bonne note de 70. Lex Luger associé au Rock'n'Roll Express contre Chris Kanyon associé à l'équipe Rob Van Dam et Sabu. Victoire des Babyface quand Robert Gibson va battre Rob Van Dam avec un missile dropkick, ok. Côté note, Luger et Sabu me font d'un bon 76. Donc Sabu arrive à se mettre au niveau d'un main eventer comme Lex Luger, donc c'est plutôt pas mal. Bon, même si Lex Luger c'est pas le worker du siècle, mais il y a un gros déficit de popularité entre les deux, donc c'est plutôt pas mal. On ouvre le show avec Perry Saturn, qui se retrouve en opener cette fois, et plus en main event. Dans un match décent, Rey Mysterio va battre Perry Saturn en 9 minutes 07 par pinfall avec un springboard Hurricanrana. On est loin du 90. Cette fois, on est qu'à 67. On retourne dans des standards plus habituels pour Perry Saturn. Donc Rey Mysterio me fait un bon 60. Perry Saturn 57. Ok. On donne du momentum à Rey Mysterio. On essaye aussi d'améliorer son moral parce qu'il fait la gueule depuis très longtemps. Je crois qu'on l'a jamais eu avec un moral positif, Rey Mysterio. Depuis, je crois, le mois de octobre ou novembre, un mauvais incident qu'on a géré. Il fait la gueule, on lui a filé des vacances et tout, mais rien n'y fait. 67, ok, on avance. Derrière, grosse promo. Voilà, là, on n'est pas sur une promo de Yokozuna. 90, on a le champion WWF, Diesel, qui est là, et qui va donner quelques nouvelles de Shawn Michaels, à notre intervieweur maison Shane McMahon. Il se remet difficilement de ses blessures subies des mains de Yokozuna avec son attaque en traître. Et voilà. Et Diesel, ça l'énerve, on s'en est pris à son copain, donc bon, ça lui plaît pas trop. Et donc il veut un face-à-face avec Yokozuna la semaine prochaine. Voilà. 70, 90. J'ai renommé la storyline Yokozuna's Actions, les actions de Yokozuna. Voilà. Ça va pas rester sans conséquence, mais le nom de la storyline va rechanger dans pas trop longtemps. Voilà, 90. On avance. Derrière, Bob Backlund contre Hakushi. Ça fait un petit 57. Voilà. Comme sur les précédentes semaines, Hakushi va prendre du momentum et va battre Bob Backlund qui redescend tout doucement dans les cartes. Voilà, goût de hit. Descente wrestling. Moins de 10 minutes, 8 minutes 47. Voilà, Hakushi continue de le builder comme il faut. Ça fait 54 du côté d'Hakushi. 61 pour Bob Backlund. Ok, c'est décent. 57, match en mid-card. On n'attendait pas grand chose de plus. Là, on attendait de la qualité. J'ai eu de la qualité. Jushin Liger et Ultimo Dragon contre les frères Malenko. 76, j'avais jamais fait ce match-up là. Great Wrestling, good hit. Les Babyface vont l'emporter en 11 minutes 42. J'ai mis un Steal the Show parce que le match était court. Donc du coup, je voulais vraiment avoir la meilleure note possible sur cette affiche. Ultimo Dragon va faire abandonner Joe Malenko avec un Dragon Sleeper. Excellente performance de quasiment tout le monde, surtout de Malenko
et de Liger qui dépasse le 80. Malenko est quasiment à 90, enfin Dean Malenko, parce que Joe Malenko il est qu'à 65. Ultimo Dragon 73, on est plutôt bien. Toujours l'excellente chimie entre Liger et Dragon qui tirent leur performance vers le haut. Donc on est bien. Derrière, on va se retrouver backstage avec Bret Hart qui va croiser Paul Heyman. Ce qui va me permettre de faire un segment over avec Paul Heyman et de faire gagner un peu d'overness. Bret va croiser Paul Heyman et il va le remercier pour les gentils mots qu'il a eu la semaine dernière à son égard et ainsi qu'à sa famille. Parce que Paul Heyman il a dit voilà, Bret Hart, excellent, tout ça machin. Je connais bien la famille Hart, le papa Stu, la maman Hélène, tout ça. Bon, Bret Hart, Family Guy et tout ça, il remercie Paul Heyman pour les bons mots. Diesel, il va passer à ce moment-là. Il va dire, il va souhaiter la bienvenue à Paul Heyman. Et il va lui demander ce soir dans le main event, il a envie d'affronter pour se préparer contre Yokozuna parce qu'il sait que la semaine prochaine, le face-à-face sera parti en physicalité. Il veut ce soir King Kong Bundy. Voilà. Le nouveau gros monstre WWF. Paul Heyman accepte, il dit ok, tu veux King Kong Bundy, tu as King Kong Bundy. Bret Hart il fait attends, tant que je suis là, tu voudrais pas faire un match tag. Et Paul Heyman ça l'excite un petit peu et tout, il fait ça, il crave d'accord. Et Diesel il fait bah ouais, ok. Comment il s'appelle King Kong Bundy il a qu'à se trouver un partenaire. Et Paul Heyman il fait bah le partenaire il est tout trouvé. Ça va être Bam Bam Bigelow parce qu'il est dans la $1 Million Corporation. Ok. Donc Paul Heyman il valide. Ce soir, Hola Hola Player, voilà, Théodore Long style. Paul Heyman. Diesel et Bret Hart, main event contre la $1 Million Corporation, King Kong Bundy et Bam Bam Bigelow. Ça fait 85, super segment. Voilà. Ça va permettre à Paul Heyman de prendre un peu en overness, même si Paul Heyman n'a pas eu l'air bon. Et il est pas bon quand il n'a pas de script à suivre. Bon. Mais il a une catchphrase over. Et il devient meilleur à sa gimmick. Ok, Bret Hart a eu l'air bon. RAS pour Diesel. Y a quoi? Ah oui, il y a Paul Heyman, je suis con. Non, Paul Heyman, on attend. Hop, avant le main event. Voilà, label entre les deux équipes. Victoire du Can-Am Express, on passe vite. Il y a la notion de storytelling parce que j'ai besoin d'un match storytelling sur toutes mes cartes. Voilà, RAS, le Can-Am Express, mi-over, Doug Furnas sur Bart Gunn, Belly to back, Waistlock, machin. Ok. On attend. Avant le main event, dernière promo du show, avec Sabu, voilà, pour la première fois qui va s'exprimer depuis WrestleMania. Et Shane McMahon lui demande si c'est pas devenu un petit peu trop personnel, si ça n'a pas été trop loin cette affaire, parce que quand même passer un mec à travers une table et tout, c'est méga dangereux. Et Sabu, il va se mettre over et il va dire que Taz, de toute façon, il n'a jamais été à son niveau et qu'il a qu'à rester chez lui, pleurer. Voilà. Sabu, il enfonce Taz et Taz va pas tarder à revenir. Segment 79, on est superbe. Sabu, bon travail au micro. Rob Van Dam aussi. Donc on est bien. Voilà. On va encore faire un excellent show parce qu'on a un excellent main event qui me fait une exceptionnelle note de 88. Fantastic 8 et Quack Wrestling, Diesel et Bret Hart vont battre Bam Bam Bigelow et King Kong Bundy dans le main event. 12 minutes 55, c'est assez court. Quand King Kong Bundy va se faire intentionnellement disqualifier quand il va se battre contre Diesel. Bret Hart a été le maillon fort du match, King Kong Bundy le maillon faible, évidemment. De base, j'étais plutôt parti sur un Diesel Bundy. Et puis je me suis dit, Diesel Bundy en main event, ça risque de craindre un peu. Donc voilà, j'ai associé Bret Hart, je me suis dit tant qu'il est sur le show, autant le faire catcher. Et Bam Bam Bigelow il était là, donc tout se passe bien. 88, superbe. Voilà, la storyline Hitman Target the King avance parce que Jerry Lawler il est au commentaire, donc ça me permet d'incorporer une storyline dans le main event, donc comme ça on n'est pas pénalisé, ça fait 88, super main event. Le show me fait une très belle note de 84, on progresse dans 13 régions, on aurait pu progresser dans 13 autres si on avait eu un petit peu plus de viewers, donc ça va être le challenge aussi de ces prochaines semaines, de réussir à devenir de plus en plus populaire, enfin gagner de la popularité dans plus de régions que 13, parce qu'on plafonne à 13 régions, et si on arrive à passer à 14, à 15, à 16, ce sera très bien. Alundra Blaze nous quitte officiellement, très bien. Steve Austin peut maintenant bosser dans de nouvelles areas, mais de toute façon j'ai pas mis de restrictions à ce niveau-là.
Alundra Blaze s'en va. La Windy City a fait banqueroute. Il n'a pas été racheté par personne. Ok. De toute façon, en termes de size, c'est plus dans le business. Donc, mais bon, c'était très petit, donc ça n'allait pas intéresser le grand monde. Doryphone qui est maintenant à la retraite, mais juste en tant que catcheur, je crois. Puisqu'il continue à évoluer dans le business. Ouais, voilà, catcheur à la retraite. Très bien. Peut-être un petit rôle pour Doryphone à l'avenir, on ne sait pas. Dizol nous dit que Bargun ne connecte pas avec les fans. Très bien. 0.20 toujours pour Modern Nitro et besoin de souffler pour Josh Liger, Rey Mysterio et Bam Bam Bigelow. C'est vrai que Liger, peut-être falloir que je lui fasse un peu lever le pied parce que c'est pas la première fois qu'il me dit qu'il est fatigué après un Raw. Je crois que c'était le cas sur les 2 dernières semaines. La semaine dernière, c'est sûr. Il y a 2 semaines, peut-être. Alors qu'on avance sur le profil de Toshiaki Kaoda, qui est mon lutteur japonais préféré. Que je ne serais pas contre récupérer, mais je vois pas qu'est-ce que je pourrais en faire. Paul Lévesque, Triple H, peu catine en plus de région, mais ça on s'en fout. Paul Roma a déménagé. Josh Liger a déménagé. Il réside maintenant dans le Mid-Atlantique. Puisqu'on paye ses trajets, ça nous coûtera un petit peu moins cher. Les House Show Monitor, je les garde pour moi. Parce que. Peut-être spoiler alert. Les House Show, ok, très bien, toujours dit. Bon, encore une fois, pas grand chose à signaler sur la semaine, donc on se retrouve déjà pour le 3e Monday Nitro de cet épisode. La seule chose à signaler qui s'est passée cette semaine, c'est que Sting est arrivé en fin de contrat chez WCW. Nous sommes trop petits pour pouvoir négocier avec le fameux Sting Surfer toujours en 95. Et donc, on n'a pas pu rentrer en négociation. Personne n'est allé sur Sting. Pas de Japon, pas de Mexique, personne. WCW voie libre, WCW a prolongé Sting pour 2 ans. Donc peut-être que dans 2 ans, en avril 97, on pourra retourner à la charge, enfin aller à la charge, parce qu'on n'y est pas allé cette fois. Même s'il est loyal to WCW, donc on n'aura probablement jamais Sting dans la partie. Sting qui a signé un contrat, je crois, aux alentours de 140 000 $ par mois. À peu près la même chose que Shawn Michaels. Donc, voilà, ils ont leur Shawn Michaels à eux. Donc, nous, de notre côté, pré-show, un seul petit match. Le Samoan Savage va perdre contre Jerry Lawler. Voilà, petite note, 58. RAS, Jerry Lawler avait un momentum négatif, donc c'est ma manière de rééquilibrer les choses. On ouvre le show et ce show, on risque pas d'avoir un aussi gros rating que les 2 dernières semaines. J'annonce. Pour ouvrir le show, on va avoir un petit segment backstage avec Jeff Jarrett et Chris Kanyon, son petit Lucky. Voilà, Jeff Jarrett, il va se montrer très arrogant backstage avec sa ceinture de champion intercontinental. Vous comprenez, c'est moi le meilleur. Tout ça, je suis quand même au-dessus de la mêlée. Et le One Two Three Kid, accompagné de Bob Holly, vont venir le confronter. Et le Kid va dire que la seule raison pour laquelle Jeff Jarrett est toujours champion intercontinental, c'est parce que lui, il est blessé. Sinon, il aurait pris la ceinture il y a bien longtemps. Et d'ailleurs, le Kid annonce qu'il est bientôt remis de ses blessures. C'est pas vrai, on le sait, il en a encore pour à peu près 6 mois. Mais tout ça va faire monter la tension et va provoquer une bagarre. Backstage, Jeff Jarrett et Chris Kanyon vont s'en prendre à Bob Holly et surtout au One Two Three Kid, qui est blessé déjà à ce moment-là, mais qui va aggraver la blessure. Donc ce qui va justifier une absence encore prolongée du Kid, et Razor Ramon, grand ami du Kid, va venir à la rescousse. Voilà, la team de 70, c'est plutôt pas mal. Tout le monde en descripté, Chris Kanyon a eu l'air faible, forcément. Et la storyline, la grande bouche de Jeff Jarrett a commencé avec ce segment. 70, on est bien. Derrière, premier match du show, le Can-Am Express va continuer à prendre du momentum. Cette fois, ils vont battre les Fantastics, après avoir battu les Smoking Guns 2 semaines de suite. Ça fait 65. Ok. RAS, on continue à donner du momentum. Au Can-Am Express, ils vont en avoir besoin. On continue, on ne change pas la gimmick. Taz est annoncé pour la semaine prochaine. Très bien. Retour de Taz. 66. Ce ne sera pas le seul retour la semaine prochaine. Petit match 3 contre 3, histoire de faire jobber Perry Saturn, parce qu'il est là pour ça, il va à nouveau perdre. Contre Rey Mysterio, Springboard de Rey Camarada, dans un gros 3 contre 3 un peu fourre-tout. Il me fallait des heals à accompagner avec Perry Saturn. J'avais envie d'exposer le clan Generation Next tout entier. Donc voilà, 58. RAS, j'ai envie de dire. Rey Mysterio, 55. Ok, je m'attends quand même un petit peu plus de sa part
sur les prochaines semaines. Derrière, petite vignette, comme d'habitude, pour annoncer Hunter. Hein, Hunter is coming, évidemment. Grosse promo, enfin gros segment, le même que Taz, sauf que cette fois c'est un truc... Enfin Taz c'était un peu une... comment on appelle ça, une image fixe pour annoncer ce sera l'autre la semaine dernière, j'ai oublié le terme, on s'en fout. Owen Hart c'est plus un côté interview, c'est tourné, ça dure une petite minute ou deux, dans l'esprit, voilà. Il sera de retour la semaine prochaine à Raw pour discuter avec Paul Heyman, puisqu'il y a été invité. 91, superbe. Derrière, c'est le main event catchesque. La team de 59, c'est pas le dernier segment du show. Great Heat et Descent Wrestling, les Allied Powers vont défendre avec succès leur championnat intercontinental qu'ils ont remporté à WrestleMania sur leur première défense. Voilà. Victoire du British Bulldog sur Robert Gibson avec un running power slam. Les Allied Powers réalisent la première défense, ça je l'ai dit. J'avais pas spécialement prévu de faire de défense à Raw pour les Allied Powers, mais le Bulldog s'est mis à faire la gueule parce qu'il n'était pas booké à Raw la semaine dernière. Donc je me suis dit, le Bulldog il va faire un match, plutôt qu'à faire, il va défendre les ceintures. Donc voilà, 59, belle perte des champions, 73-74. Et c'est tout. Derrière, on retrouve Paul Heyman, backstage, enfin Shane McMahon plutôt, qui traîne devant le bureau de Paul Heyman. Paul Heyman sort de son bureau, accompagné de Bob Holly et de Razor Ramon. Et Paul Heyman, il va en profiter pour faire la première annonce forte de son mandat, création d'un nouveau show, d'un nouveau pay-per-view, qui va s'appeler In Your House à partir du mois prochain et qui sera présent tous les mois où il n'y a pas où il n'y avait pas de gros événements jusque-là. Et il va annoncer les premiers matchs bookés pour In Your House, donc on va faire un peu de pré-booking. In Your House, c'est ici. On va pré-booker. Vous avez vu Bob Holly et Razor Ramon sortaient du bureau de Paul Heyman. Donc du coup, vous vous doutez bien, voilà, Ola Ola Player, Teddy Long Spirit. On va faire un match par équipe. Bob Holly et Razor Ramon qui vont vouloir venger le Wantochuki des agissements de Jeff Jarrett. Jeff Jarrett avec son partenaire en crime, Chris Canyon. Voilà, petit match tag. Hop, pour compléter la carte. Les In Your House, ce sera 2 heures. Hein, donc voilà, il n'y aura pas énormément de combats. On va aussi rajouter Bret Hart, qui a demandé, c'est Paul Heyman qui le dit, un combat contre Hakushi. Hein, comme dans la réalité, hein, Bret Hart Hakushi, c'était le premier match de l'histoire des In Your House. Donc peut-être qu'on réitérera l'histoire. Et annonce forte, dernière annonce, et ce juste avant le main event. Et il dit que les participants ont été prévenus. Diesel défendra son championnat WWF contre Yokozuna. Voilà, In Your House. Ce sera probablement le main event. Probablement. On verra. Ok. Tac, ça c'est fait. 64, c'est pas super. Paul Heyman cette fois s'est bien débrouillé sans script, contrairement aux dernières semaines. Bob Holly également. Voilà, c'est à noter. Derrière segment final. Oui, on avance. Qui me fait une note de 81. C'est l'heure du face-to-face. Diesel arrive et il appelle Yokozuna. Yokozuna, il arrive à son tour. Pas d'échange verbal. On passe directement à la physicalité. Ça se met sur la gueule. Diesel prend légèrement l'avantage. Mais à la surprise générale, le clan de la Million Dollar Corporation vient attaquer Diesel. Donc voilà, gros beatdown, hein, les trois poids lourds heal de la compagnie s'en prennent à Diesel. Et c'est l'Undertaker qui va faire le save, qui va faire fuir tout le monde. Ça fait 81. Ok. La storyline autour de Yokozuna avance. Autour de l'Undertaker, elle avance aussi. King Kong Bundy n'a pas été terrible dans le segment. Yokozuna a été horrible. Et voilà. Sinon, Bam Bam, DiBiase, Taker, c'était bien. Diesel, rien à noter. Donc voilà, rating de 81 pour finir le show, qui me fait une note de 73 quand même. C'est plutôt pas mal. On a progressé dans 12 régions. On continue à gagner de la popularité, donc ça c'est plutôt plaisant, puisqu'on n'a pas dépassé le 80. Je crois qu'il faut qu'on fasse un truc comme 77 ou 78 pour augmenter notre popularité dans notre région mère, le New England. Donc là c'est pas le cas, donc on n'a pas gagné de popularité.
Au best rating, on passe de 0.20 à 0.17. Le Samoan Savage est fatigué et Joshin Liger est fatigué. Putain, j'ai encore oublié de laisser Liger au repos. Je vais réfléchir à Monday Nitro maintenant. Comme ça, éventuellement, je lui file une semaine de congé à Liger et au moins je suis sûr de pas le booker par inadvertance. Le Hall of Immortal pour... pas du tout. Pas du tout. C'est pour qui alors? Hall of Famer, ok. Ah non, d'accord, c'est pas encore officiel. Hall of Fame pour Dory Funk. Ah si, The Newest Edition. Ah, pour All Japan, ok. All Japan, ils ont un Hall of Fame. Les Hall of Fame, on peut voir All Japan. C'est le premier introduit Dory Funk. En même temps, il mérite. Il mérite. Je me demande si le Hall of Fame était déjà là, que c'était vide, ou alors ça a été créé avec l'introduction de Dory Funk. 3 fois champion NWA, 3 fois vainqueur de la World Tag League chez All Japan. Voilà. Dory Funk, ça se pose là. Ok, on va pouvoir avancer tout doucement. Cette semaine, il y aura un Big Event. Bon, je le diffuse pas, vous savez, parce que bon, il n'y a quand même rien à montrer. Profil du Chic. Bon, le Chic, il va pas nous intéresser, c'est vieux, The Chic. Il est en 24, donc faites le calcul, 71 ans, pas pépère. Brian Maxine se retire à 57 ans. Très bien. Catcheur européen peut-être. Ouais, anglais. Anglais et bon, plus méga grosse star. Peut-être que c'était une plus grosse star avant, sur les années 80, je ne sais pas. Le catch européen est un peu ma limite. Moins qu'avec le Mexique, quand même. Et Madusa Miceli a rebondi. Elle est chez USWA aussi. Et MEWF. Ok. Elle a quitté. Alors, elle a quitté WWF, elle a signé chez MEW, mais c'est pas indiqué quand est-ce qu'elle a rejoint USWA. Okay. USWA qui est en grosse galère financière. Tac. Les copains de chez Jerry Jarrett, c'est où USWA, c'est là. Voilà, moins 1 million. Moins 1 million, plus beaucoup de sous. Hein. Il n'y a même plus de sous, c'est que des dettes. Donc Jerry Jarrett se retrouvait au chômage, Jerry Jarrett, je pense. Est-ce que Jerry Jarrett, ça pourrait m'intéresser? Non, pas trop. Pas trop. Donc voilà, Jerry Lawler, il est booker là-bas. Donc s'il n'y est plus, il travaillera que chez moi. En toughness, il est qu'à 56, donc je pourrais pas le signer, Jerry Lawler. Si j'essaie de le négocier, ouais, Honor Gold Warning. Donc je peux pas signer exclusivement Jerry Lawler. Donc j'espère que WCW va pas le piquer. Ou une compagnie américaine, ou une compagnie japonaise ou autre. Parce que je pourrais pas négocier avec Jerry Lawler, sinon il faut que je me trouve un autre color commentateur. Bon, j'ai Jim Cornette toujours dans la compagnie, qui se résume à être color commentateur, mais ce ne sera pas éternellement le cas. Donc voilà, j'aimerais bien avoir la liberté de conserver Jerry Lawler. Hop, allez, je book ça, je book Big Event demain, vendredi. Et puis, bon, si la semaine est un peu plus agitée, on se retrouve avant Monday Nitro. Alors Chris Candido, qui n'a toujours pas fait ses débuts, a quitté ses engagements avec toutes les anciennes promotions. Donc au niveau du match history, par contre, celles qui sont pas chez moi, défaite, là c'est chez moi, défaite, victoire ici, on était en mars, début mars. Ouais, donc il n'a pas eu beaucoup de booking depuis qu'on l'a signé, mais il n'a pas eu beaucoup de matchs, mais ils ont commencé à le faire jouer. Okay. Il y a un petit côté réaliste. Track Progress, est-ce qu'il y a eu un impact? Ouais. Ouais, il a signé chez moi, dans les Grands Lacs, il a perdu un point.
Il a perdu 1 point dans le South-East. Et c'est tout. C'est tout. Voilà, sinon pas grand chose. De toute façon, là où il était, je pense qu'ils n'avaient pas de deal télé, donc ça ne pouvait pas s'étendre aux autres régions des États-Unis. PWA, Pro Wrestling America. Je pense pas que ça va m'intéresser en termes de size. Ouais, voilà, 22. Bon. RAS. RAS. De toute façon, aux États-Unis, en termes de popularité, personne ne va m'intéresser, hein, hormis éventuellement WWC à Puerto Rico, où je suis vraiment pas populaire, mais même racheter des dettes d'une compagnie over dans une seule région, s'il y a beaucoup de dettes, je pense pas que ce soit hyper intéressant. Big Bad John et Sir William deviennent les Legion of Death. Ok. Peut-être WCW. NWA Floride. Bah, ça va pas m'intéresser, hein, c'est que la Floride. Ah ouais, c'est même 1. Disons 1. Compagnie taille insignifiante. La plus petite taille possible. Voilà. Et leur seul accomplissement, c'est d'être actif. Ok. Ils sont même pas en tiny. Il faut 17 dans la région mère. Ils en sont. C'est quoi l'historique des shows? Il faut quand même des belles notes là, 55 je vois. Des petits 50, il y a un bon 77 là. Ah ouais, ils ont fait venir Cactus Jack pour battre Bullpen pour le titre NWR, ça fait 86. Mais ils ont dû signer, je pense, un gros chèque. Ils commencent avec 50 000 $. Et ouais, ça baisse. Hein. Pam. Ouais. C'était pas viable économiquement. Il aurait fallu épurer. Merde, pardon. Épurer le roster à max. Et il est déjà pas bien grand le roster. Il est là. Si je prends que les catcheurs, il n'y a pas grand monde. Hein. Il n'y a pas grand monde, mais même là, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Ticket sales, ouais, il récupère 300 $ par. Entre 300 et 400 $ de recettes sur leur show. Ils font combien de spectateurs? Ah oui, 50 spectateurs. Ouais. Effectivement, c'était compliqué. Bon, c'était une mission impossible, mais bon, on va pas se mentir. House Show, ok. RAS, est-ce qu'il y a des infos ici sur cette page? Non. Ok, donc on va se diriger tout droit vers le dernier show de cet épisode. Un petit dernier Monday Nitro. Et puis ensuite, avant de se quitter, on va faire un point économique. Shinya Hashimoto va-t-il rester avec New Japan? Spoiler alert, je pense que oui. Ouais, pas du tout populaire aux States. Donc au prix où ça coûte, à quasiment 200 000 $, c'est mort. c'est mort. Et il a été retiré, ce n'est plus le poster boy de New Japan. Est-ce qu'ils ont mis quelqu'un d'autre à sa place ou ils ont juste décidé de ne plus avoir de tête d'affiche? Non, il n'y a plus de figurehead. Ok. Mais Shinya Hashimoto reste leur plus grande star avec les 3 autres mousquetaires, Tatsumi Fujinami et Hiroshi Ase. Bon, sans compter Inoki, hein, parce que Inoki, bon voilà. Son rôle principal c'est plus d'être catcheur, voilà, 97. Bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un de plus over dans une région que Hulk Hogan? Hulk Hogan peut-être d'ailleurs. Et que Antonio Inoki, 97. 473 000 $. Ça me coûterait parce qu'il est à plus de 500 000 $ par mois chez New Japan. Un demi-million par mois. Seulement. Ouf. Ah ouais. Bah tiens, on va regarder dans les plus grosses compagnies là. Giant Baba. À combien il est Giant Baba? 0 $ par mois. Ah, tu vois la différence de personnalité rien qu'avec ça. Bon, il n'était pas à 0 $, hein. De toute façon, les mecs avaient pas besoin de se verser un salaire, hein, parce que ça leur appartient, mais Inoki se verse quand même un salaire, hein, parce que pourquoi pas. Les compagnies mexicaines, Antonio Peña, de toute façon ça va être les proprios hein, qui gagnent le plus, 6300, c'est pas sûr. Hein. Hop, Cien Caras, il a combien? Non, voilà, il a 100 000.
100 000, donc c'est pas le cas. Le CMLL, le patron, il prend que 6 000 $. Par contre, El Hierro del Santo, alors là, on va tout péter. 150 000. 150 000. Plus grosse star du Mexique. Tiens, All Japan, Mitsuharu Misawa, je pense que ça doit être le plus gros salaire. 217 000 $. À voir avec, je pense, Jumbo. Jumbo, il est là. Et Jumbo, il est à 206. Ok, un peu moins que Misawa. Et donc, du coup, il reste que WCW à aller voir. Eric Bischoff, il prend rien. Très bien. Par contre, Hulk Hogan, 350 000 $. C'est immense. Ric Flair, il doit pas être mal non plus. 260. Ouais. Ça envoie. Ça envoie. Bret Hart, chez nous, il a combien? 250, un truc comme ça? Ouais, quasiment. Et est-ce que Vince McMahon prend une paye? Je crois que j'ai jamais fait attention à ça. 40 000 $ par mois. Si, je crois que j'avais déjà vu. J'avais déjà vu. Allez, on y va. Il reste Monday Nitro pour ce soir. Backstage incident. Sergent Slaughter, Yokozuna, Malenko Hardy. Bon, ça devrait bien se passer. Voilà. Bonne atmosphère. On fait un tournoi de poker et on passe des tips. Psychologie. Pour Matt Hardy, on est plutôt pas mal. Quick Diary, je regarde. Undertaker, fin de contrat, 40 jours. Paul Bearer va suivre juste après. Ok, je boucle le show et on revient. Allez, dernier show de cet épisode et j'espère qu'on va bien finir. On va finir sur une belle note. Peut-être taper un 80, un plus de 80. Comme les deux premiers shows de cet épisode. Premier match dans le pré-show, bien évidemment. Jeff Jarrett va squasher notre bon vieux Jeff Hardy, Joker de luxe, avec lequel on n'a pas fait grand chose, forcément. Et qu'on va pas faire grand chose non plus dans un avenir proche. Ouais, petite victoire pour Jeff Jarrett, champion intercontinental qui pavane 63. Ça permet de maintenir la condition physique au top. 67, Jeff Hardy fait un bon 43 pour quelqu'un qui fait pas grand chose. On ouvre le show avec le Can-Am Express qui va continuer de prendre du momentum. Ça fait que 51. On plafonne avec le Can-Am Express, ça prend pas des masses. Donc on reste piégé autour des 50, c'est un peu dommage. Voilà. Super catcheur, mais pas très over, donc fatalement. On est bloqué. Victoire quand même pour eux, victoire de fil à fond sur Ricky Morton. Ok. Non, on ne change pas de gimmick. Derrière, j'ai foiré. Yokozuna n'est pas là. Mais on retrouve notre intervieweur préféré, Shane McMahon, qui est avec Razor Ramon, qui prend des nouvelles du Kid. Razor dit que le Kid est blessé. Et ses blessures se sont aggravées. Et donc on ne risque pas de le revoir avant un long moment. Et ça, c'est de la faute de Jeff Jarrett. Mais bon, ça, c'est une histoire pour plus tard. Aujourd'hui, Razor, il va défendre un autre ami à lui, à savoir Diesel, qui s'est lui aussi fait attaquer la semaine dernière. Il fait pas bon d'être un ami de Razor en ce moment. Et il va s'en prendre dans le main event à Yokozuna. C'est pour ça que j'ai mis Yokozuna, mais il n'était pas censé apparaître à l'écran. Ça fait 65. Ok, je m'attendais à une meilleure promo de Razor, quand même. Derrière, on retrouve Taz qui fait son retour. Et Taz, il perd pas de temps. Il appelle Sabu et il veut le confronter. Sabu, il vient, il y a quelques échanges. Et voilà, on perd pas de temps. Bagarre. Voilà. Bagarre, sécurité, voilà. Le programme avance, gagne pas de 8, mais il faut quand même une belle note de 77. Sachant que les deux, Taz plafonne un peu en termes de mic skills. Parce que généralement on me dit qu'il n'est pas très bon au micro. Mais bon, là, pas d'indication particulière. Sabu, ça va au micro, il assure. Donc ça fait 77. Ok, le programme entre les deux avance. Peut-être un match à Ignoraus, on ne sait pas. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Ultimo Dragon contre Perry Saturn, ça fait 80. Petit match, 8 minutes 46, victoire d'Ultimo Dragon bien évidemment. Mais Perry Saturn, de temps en temps, il me sort un peu des bangers. Bon, avec Bret Hart, Bret Hart, donc à un moment donné c'est un peu facile contre Bret Hart, mais Ultimo Dragon, qui n'est pas des plus populaires, il fait des bonnes performances in ring souvent, mais en termes d'overness, ça plafonne, il est dans les 50. Perry Saturn, je crois qu'il est maintenant à 46 dans le New England.
avec ses différents jobs contre Rey Mysterio notamment. Et ben là, écoute, ça matche bien. Il n'y a pas d'alchimie spécialement notée, mais écoute, ça me fait une belle note de 80. Le match pénalisé pour sa courte durée. Et en même temps, j'avais plus de place. Perry Saturn, il va peut-être rester. Ok. Derrière, petite vignette, la traditionnelle, pour annoncer, enfin pour hyper Hunter. Voilà. Comme ça se faisait à l'époque, hein, on bourrait les vignettes des mecs qui allaient commencer pendant de longues semaines. Donc voilà, je pense qu'on arrive à la fin, je pense que Hunter, le mois prochain, il va débarquer. 65. Derrière, autre bon match. Bon, ça fait pas 80, mais ça fait quand même un bon 75. Ah merde, j'ai cliqué. Bon, ça faisait 75. Bon, Van Damme avait battu le Samoan Warrior. Je peux faire un petit retour pour aller voir comment ça s'était terminé tout ça. Ok. Derrière, un segment qui avait été annoncé. Owen Hart devait faire son retour. Owen Hart fait son retour. Il est accueilli par Paul Heyman, qui lui serre la main. Owen Hart, il est avec son avocat. Ok. Paul Heyman, il le reçoit, il leur serre la main tous les deux, il lui tresse des louanges, il est très content qu'Owen soit revenu. Et ouais, Paul Heyman demande à ce que Owen Hart n'aille pas au bout de sa plainte contre la WWF. Et il lui dit à quel point toute la considération que Paul Heyman a envers Owen Hart. Et il le brosse dans le sens du poil et il lui dit: je comprends que, étant donné que tu es le dernier de la famille, tu te sens obligé d'avoir beaucoup de choses à prouver, mais tu n'as rien à prouver. Paul Heyman sait à quel point Owen Hart est un asset, est un élément essentiel au sein de la WWF. Owen Hart a déjà tout gagné à la WWF, il a été champion, non pas par équipe, mais il a été champion intercontinental. Non, pas encore à ce moment-là, donc je dis des conneries. Mais il a été champion King of the Ring, enfin il a remporté le King of the Ring, il a été champion du monde, il a déjà prouvé qu'il pouvait être le meilleur de la compagnie. Et il est encore très jeune, donc l'avenir est radieux pour Owen Hart. Et Paul Heyman est convaincu que l'avenir appartient à Owen Hart, que l'avenir d'Owen Hart est chez WWF. Et s'il le veut bien, ne pas aller au bout de sa plainte et laisser l'opportunité à Paul Heyman de dessiner un avenir radieux pour Owen Hart, il serait ravi de pouvoir le faire. Et Owen Hart se laisse convaincre par les mots de Paul Heyman et accepte d'abandonner les charges qu'il avait contre WWF. Et Vince McMahon fait son arrivée. Et Vince McMahon est lui aussi très heureux et il va serrer la main très chaleureusement à Owen Hart. Donc il n'y a pas de tension envers Owen Hart. Tout est mis à plat, tout est de côté. Et donc tout va bien. Donc on va voir ce qui va advenir d'Owen Hart durant les prochaines semaines. Le rating du segment est chouette, 78. Paul Heyman sous-performe, donc on sait pas trop. Enfin underwhelming, mais en dessous c'est écrit que c'était bien. Donc on sait pas trop. Hein. Donc voilà. Toujours on souffle le chaud et le froid. Mais ça me permet de mettre Paul Heyman avec Bret Hart avant, avec Owen Hart aujourd'hui. Enfin ce soir. Ça me permet de lui faire gagner de l'overness. Donc on ira voir la popularité de Paul Heyman à la fin du mois. Pour voir si il a gagné un petit peu de popularité. Ça pourrait être pas mal pour la suite. Ça fait 78. On est bien. Je fais apparaître Vince McMahon. Parce que Vince McMahon, vu que j'ai rien à lui faire, bah souvent il fait la gueule. Il fait la gueule parce qu'il est pas à Raw. Il fait la gueule parce qu'il est pas en pay-per-view. Voilà. Bon. Ok. Non, on avance. Derrière, Main Event, belle note de 79. Fantastic 8, Great Wrestling, Yokozuna va battre Razor Ramon en 2017 par arrêt de l'arbitre. Parce que Razor ne pouvait plus continuer. Parce que Jeff Jarrett est venu lui mettre un coup de ceinture à l'arrière du crâne. Et Yokozuna l'a bombardé de Banzai Drop. Voilà, ça fait 79. Razor me fait une petite perf, 67. Razor il fait la gueule aussi. Il fait la gueule d'un truc que j'ai mal dealé d'un incident backstage avec avec Nash, avec Diesel en janvier 95. C'était le fameux événement avec la drogue. Voilà. Le même qu'avec Chris Benoit. Bon, Chris Benoit est parti en rehab. Diesel, je lui ai mis une amende, je crois. Et Diesel n'avait pas été content. Michael, il n'avait pas été content. Mais eux, ça va mieux au niveau du moral. Razor, ça va pas mieux. Mais après, Razor, je l'ai beaucoup moins exposé déjà que les deux autres. Et beaucoup moins bien booké aussi. Donc, il fait un peu la gueule. Là, je l'ai mis dans le main event. Bon, il va prendre une défaite quand même
pour nourrir la storyline avec Jeff Jarrett. Donc voilà, ça fait 79. Derrière, Razor, qui était plus en continu en capacité de combattre, va se faire attaquer par le reste du clan de la $1 Million Corporation. King Kong Bundy, Bam Bam Bigelow et Ted DiBiase. Parce que Yokozuna a rejoint la $1 Million Corporation. Je ferai peut-être un segment la semaine prochaine. Arrow, voilà. Pour que tout ce beau monde se mette over. Bob Holly va essayer de sauver Razor, parce qu'ils sont censés faire équipe à In Your House pour venger le Kid. Et ça va pas suffire, il va prendre une tannée. Mais l'Undertaker va encore une fois faire le save pour sauver les Babyface. Ok, on gagne de la hit avec ce bon segment 89. Razor a faiblement performé, c'est un peu étonnant. Ok, 89. On finit chaud là-dessus, ça fait un bon 81 et on finit bien cet épisode. Je suis ravi de la note. Et pour finir, un dernier petit mail ici. On refait un 0.20. On est remonté en termes de rating. On avait fait 0.20 les 2 premières semaines. On était tombé à 0.17 la semaine dernière. Là, on retombe, enfin, on remonte à notre 0.20 qui est notre meilleur score sur les derniers mois. On avait fait des 0.32 à la fin de l'année précédente. Je crois que c'était en octobre ou en novembre, je ne sais plus trop. Mais voilà, là pour l'instant on va plafonner tant qu'on n'a pas de nouveau deal télé. J'ai prolongé d'ailleurs, c'était à la fin du précédent épisode, le deal télé au Japon pour Monday Night Raw. On est reparti sur un an parce qu'il n'y avait pas grand chose de mieux de disponible. Donc voilà. Superstars, j'autobook ça rapidement et on revient. Alors la Pro Wrestling Fujiwara Gumi est officiellement en banqueroute. Donc il n'y a plus rien à y espérer. Voilà, dommage, on peut. Enfin dommage, en même temps c'est normal. Mais on peut pas avoir le roster qui est resté. History Show. Show History. Ouais. Ah ouais, leur dernier show c'est 2 matchs. Combien de temps ça a duré tout ce bordel? On peut pas voir la durée du match. On peut pas voir la durée du match. Minoru Tanaka, je crois que je l'avais shortlisté. Non, je l'avais pas shortlisté. Mais Minoru Tanaka, j'aime bien. Bon, pas pour maintenant, mais pour l'avenir, parce que bon, il y a déjà 82 en basique. Voilà, consistance 85. Voilà, qu'est-ce que tu veux, hein. Et bon, Young Lion, une seule année d'expérience. Fujiwara, il est que chez New Japan maintenant, du coup. Ouais. Bon, aux États-Unis, c'est pas populaire du tout. Ça coûte $2000 par apparition, donc ça ne les vaut pas en 95. Donc voilà, même s'il y a des bonnes choses. Hein. Si je le prenais, en vrai, il pourrait peut-être prendre des mecs sous son aile. Mais il y a Funaki. Ouais. Je sais pas si je fais un petit tour, s'il y a des noms qui peuvent m'alerter un peu comme ça. Salman Hashimiko, on va peut-être pas déconner. J'ai vu Dick Togo, Gary Albright. Ouais, Gary Albright, bon. J'aime bien Gary Albright, hein, mais je pense pas que je vais avoir grand chose à faire. Backstage Trouble, qu'est-ce que ça veut dire ça? STD et tout some shoot. Ah, d'accord. C'est fait shooter en interview par Murayama. Et précédemment, lui, il avait fait la même chose avec Ishikawa. Ok. Bon. Comme quoi, il faut faire attention à ce qui se passe même en dehors. Ok, donc Pro Wrestling Fujiwara Gumi, c'est mort. Time to Heal, le Samoan Savage. Ok. Samoan Savage, on s'en fout un peu. J'ai pas regardé, peut-être qu'il bosse ailleurs. Samoan Savage, c'est pour ça qu'il est fatigué aussi. Parce que chez moi, il bosse une fois par semaine au grand max. Quoique, non, cette semaine, il était à Superstars. Donc non, il bosse ailleurs. Chez CWA, MEWF, NWA Florida. Ouais, il a un peu de booking. Tant que je suis là, on va aller voir Paul Heyman. Paul Heyman New England, non, on est toujours à 43. J'ai pas l'impression qu'il ait gagné en popularité. Alors s'il a commencé le mois à 42, il a pris un point. Dans le nord-ouest, pareil, il a pris un point. Donc ça, c'est grâce au spillover. Mais ok, bon, il a pris juste un point. C'est pas fou, mais comme j'ai un projet sur le long terme avec Paul Heyman, chaque point est bon à prendre. Mais bon, si on prend que un point par mois,
voire même moins, parce qu'il va passer beaucoup de temps sans être à l'écran aussi. Ça risque de pas progresser très très vite. Josh Nager est de retour, je lui ai fait une petite semaine de congé, tout comme Akushi, parce que les deux étaient un peu fatigués. Donc voilà. Écoutez, RAS hein, pour la fin de cet épisode. On va se diriger tout doucement vers le premier jour du mois de mai 95. Et on va pouvoir faire un petit bilan de la compagnie et voir quelques petites choses. Superstars 001. Ok, donc pas grand chose. En termes de viewers. Ronnie Garvin qui gagne une ceinture, ça me fait toujours marrer. Voilà. Que voulez-vous? Allez, dernier jour, le bilan économique, la perte d'argent, peut-être la dernière. Peut-être la dernière, peut-être pas. On va voir le mois prochain. Tiens, Champion Carnival de All Japan. On voit juste en dessous que Kenta Kobashi a remporté la ceinture. Donc c'est certainement la triple couronne. Allons voir. Un show à 93. 99 dans le main event. On avait vu plutôt Misawa qui a battu Kawada. Et ben là c'est Kobashi qui va battre Misawa. Ça fait 99. Kawada il était en pré-main event avec Tsuruta. Et ils ont battu Giant Baba et Eddie Guerrero. Pour conserver les championnats par équipe. Donc voilà, très bien. 84, 99, ça fait 93, 52 000 personnes. La All Japan est chaud bouillant et il y a le CMLL qui a fait un meilleur show. Ils ont fait 4. Bah non, ils n'ont pas fait un meilleur show du coup. 87. Non, ils n'ont pas fait un meilleur show. Je pensais que c'était classé par note, mais en fait pas du tout. Main event, l'héros del Santo a battu Dr. Banner Jr. 91. Voilà. Il y a eu aussi eu un 86 et un 87 pour les 3 derniers matchs du show. Ça ne rigole pas chez CMLL. Allez, le bureau, et on voit qu'on a fait une perte de 183 000 $. La plus faible perte depuis un long moment. J'ai même l'impression la plus faible perte ever. Voilà. En dehors du mois d'août, mais au mois d'août il y avait SummerSlam, donc c'est un peu normal. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ticket sales. On va regarder par rapport à février, parce que février, il n'y avait pas de pay-per-view non plus. Il y avait un gros événement, c'était Big Event, ok. Donc on a fait plus de tickets. Très bien. Bah, après, on a progressé dans notre région mère. Donc c'est bien. Broadcast revenu, ça a augmenté, 5 000 $. Ok. Un tout petit peu plus de sponsors et plus de marchandises. La marchandise, je me demande s'il n'y a pas un effet Shawn Michaels. Parce que Shawn Michaels, ça tourne face. Les heels vendent aussi de la marchandise, mais quand on tourne face, enfin quand on est face, on vend beaucoup plus de marchandises par rapport à quand on est un heel. Au niveau des workers, c'est sensiblement la même chose. Le coût des shows, même chose. Marketing, même chose. Marchandises, même chose. Production, même chose. Ok, donc tout s'est joué sur la marchandise. J'ai l'impression. Il y a 160 000 $ d'écart. Et le ticket de sales aussi. Voilà. Il y a 300 000 au cumulé. Donc on est très bien. Pas très bien, non, on perd de l'argent. Mais avec un pay-per-view, on est quasiment assuré de gagner de l'argent. Après, le pay-per-view, c'est In Your House, c'est le plus. Enfin, c'est le show le moins enfin, c'est le pay-per-view le moins prestigieux qu'on va tenir depuis le début de l'aventure. Donc c'est celui qui devrait générer le moins d'argent. Donc voilà. Mais on devrait quand même être positif. Cependant, on va quand même perdre de l'argent au mois de mai. C'est pour ça que je me suis repris juste avant où j'ai dit mois d'avril, c'est allait peut-être être le mois où on allait perdre le moins d'argent. Enfin, le dernier mois, pardon, où on allait perdre de l'argent. Ça va pas être le cas. Ça va pas être le cas. Alors, avant d'aller là où je voulais aller, oui, on va regarder la marchandise. Ouais, Shawn Michaels, il a 146 000 $ de marchandises vendues. Il se classe numéro 2. Quand il était heel, il était un tout petit peu plus de 100 000 $. Donc déjà là, Michaels, 40 000 $ de marchandises vendues en plus. Et en termes de ratio, on récupère beaucoup. On récupère plus de 100 000 $. C'est très bien. Donc il va falloir pusher les babyface. Josh Nager qui commence à être pushé. Il vient de passer de 3200 à 4700. Donc il a quasiment fait plus 50% de rentrée de marchandises. Donc c'est pas mal.
Donc d'ailleurs, Liger, en termes de popularité, track progress dans le New England. Quand on l'a récupéré, il était à 45. Il a longtemps été à 45. Enfin, je sais plus quand est-ce qu'on l'a récupéré exactement. Je crois que c'est plutôt en novembre-décembre qu'on l'a récupéré. Et voilà, il a pris 5 points en février, 4 en mars. Il a pris 8 points. Enfin, il a pris 8 points en mars plutôt. Et du coup, il a commencé le mois d'avril à 62. Ce mois-ci, il n'a pas pris de points en popularité. Il reste à 62. Ok, grosse star au Japon. Peut-être qu'on ira au Japon à l'occasion. Alors, pour la suite. D'ailleurs, d'abord Medical, je veux voir, Chris Benoit revient demain. Ce sera l'un des enjeux pour le premier jour du prochain épisode, qui arrivera je sais pas quand. Et on va voir l'état de Chris Benoit, s'il nous claque entre les doigts ou non. Alors, on a vu tout au long de cet épisode que pas mal de compagnies, enfin quelques-unes parce que je ne les ai pas toutes montrées, ont fait faillite. Donc, je me suis intéressé, dans les régions où je ne suis pas populaire du tout, aux compagnies qui seraient susceptibles d'acheter, enfin de racheter. Parce que quand on rachète une compagnie, on rachète la popularité, ce qui n'est pas très logique. Mais ça me permettrait d'avoir des deals télé, là où je ne suis actuellement pas capable d'en avoir. Et ensuite de reprendre la popularité, enfin ma vraie popularité entre guillemets. Parce que bon, WWF, on n'est pas connu, enfin on n'est pas populaire spécialement au Mexique. Si on rachète une grosse compagnie mexicaine, c'est pas parce qu'on achète une grosse compagnie mexicaine qu'on devient aussi over que la dite compagnie qu'on vient de racheter. Mais on peut avoir un deal télé. Ok. Donc, allons voir dans les compagnies actives. Bon, en Inde, il n'y a personne. Et en Océanie, là où on n'est aussi pas populaire du tout, il n'y a personne. En Europe, il n'y a que la Catch Racing Association de ce bon vieux Otto Wands qui est disponible. Mais elle est en excellente santé financière, donc en Europe, c'est pas pour maintenant. Ils sont à 1,4 million, ils ont doublé, même plus, parce qu'ils commencent à 500 000. Ils ont triplé leur budget. Voilà. La trésorerie a triplé. Au Japon, là où nous avons, je crois, 40 de popularité, quelque chose comme ça, va pas y avoir grand chose à voir. Parce que là, tout le monde est plus ou moins en bonne santé financière. La Pro Wrestling Fujiwara Gumi et une autre petite compagnie ont fermé, mais ils n'avaient pas grand chose d'intéressant en termes de popularité. La Michinoku Pro, il n'y a pas de popularité intéressante, mais de toute façon ils ont que 4 000 $ de déficit, donc je pense pas qu'ils soient ouverts à un rachat pour ce montant de dette. Effectivement, ça les intéresse pas. New Japan, c'est trop over. Tokyo Pro, c'est une bonne santé financière. UWFI, ils ont 45 à Shugoku. Ok. Est-ce qu'ils sont ouverts? Alors c'est pas ici, c'est Contact. Ouais, ils sont ouverts à un rachat. Par contre, moi j'ai 40 de popularité dans quasiment tout le Japon. Et je suis un petit peu embêté parce qu'en fait, au Japon, il y a un deal télé qui serait intéressant, mais ce deal télé n'est accessible qu'à partir du moment où tu as 4 régions avec 41 de popularité. Donc il manque un point dans 4 régions. Et si je passe à 4 régions avec 41 de popularité, ça me débloque un show télé, enfin un deal télé, une chaîne de télé en médium partout dans le Japon et un broadcast en pay-per-view. Ce que je n'ai pas. Je n'ai pas de pay-per-view pour le Japon de disponible. Donc, ça va peut-être être l'un des prochains objectifs à court ou moyen terme. Direction le Japon, quitte à perdre de l'argent sur nos débuts pendant quelques semaines. Si ça permet de faire rentrer beaucoup d'argent par la suite, ça peut être intéressant. Mais après, les autres compagnies ne sont pas en difficulté financière. Dans les îles britanniques, là, dès le départ, il y a la All Star Wrestling de Brian Dixon. Là, c'est 1 million de $. Les dettes, c'est 1 million de $. Eux, je peux les racheter. Attends takeover, ils sont OK. Par contre, il faut que je m'acquitte de 1 million de $. C'est énorme. C'est énorme. La Size, par contre, c'est énorme. C'est beaucoup plus populaire que nous. Enfin, beaucoup plus. On est à 40. On doit être à 40, je crois, dans les îles britanniques. Mais je sais déjà, en ayant fait le tour des broadcasts, que si je les rachète, je pourrais avoir des deals télé. Là, le seul deal télé que je peux avoir en Angleterre, enfin dans les îles britanniques, au Royaume-Uni,
c'est une chaîne de télévision qui ne me diffuse qu'en Écosse. Donc dans une seule région sur les 6. Et c'est en une petite diffusion, hein. C'est pas big, c'est pas medium, ça doit être very small ou tiny, ou peut-être juste small, je sais plus. Après les autres, je crois de mémoire c'était bon. Ouais, c'était bon, personne n'est en difficulté. Au Mexique, il y a une compagnie qui est en difficulté financière, c'est l'Universal Wrestling Association, qui est à plus de 700 000 $ de dette, que je peux aussi racheter. Et au Mexique, avec cette grosse popularité, je peux avoir, j'ai vérifié les broadcasts, je peux avoir des deals télé, je peux avoir du pay-per-view. En Angleterre, je peux avoir du pay-per-view, j'ai oublié. Mais si j'ai que un deal télé en Angleterre, ça m'irait déjà très bien. Donc je pense que je vais faire ce move financier, ces moves financiers, de racheter à la fois la All Star Wrestling et à la fois UWA. Parce qu'ils ont beaucoup de dettes et si j'attends, il est possible que ces compagnies ferment et que je ne puisse plus les racheter par la suite. Donc même si c'est risqué, je me dis que je vais claquer quasiment 2 millions de $, 1 800 000 environ. Mais les deals télé que je vais pouvoir signer, eh bien je me dis que ça va peut-être me permettre de récupérer de l'argent. Et l'objectif avec les deals télé que je vais récupérer pour Monday Night Raw, pour Superstars, mais c'est un peu facultatif, mais aussi surtout le pay-per-view que je peux récupérer pour mes pay-per-view maintenant, parce qu'il va y avoir In Your House. Tous les mois il y aura un pay-per-view. Donc ces recettes-là, si ça me permet d'être plus ou moins autosuffisant économiquement et de plus perdre de l'argent comme avant, peut-être que là je pourrais me concentrer à faire mes big events, mes fameux big events, au Japon, pour réussir à gratter ce foutu point de popularité dans ces 4 régions qui me manquent. Grâce au spillover, peut-être réussir à gratter ce petit point ici et là, pour ensuite me permettre de débloquer les fameux deals télé du Japon. À la fois les broadcasts, à la fois en chaîne de télé en commercial et en pay-per-view. Enfin les chaînes de pay-per-view, les groupes de pay-per-view, les boîtes de pay-per-view. Donc je pense qu'on va faire ça. Je pense qu'on va faire ça et on va y aller maintenant. Alors, déjà, broadcast. Là, on voit mes broadcasts. Viewers Choice, etc. Je ne suis diffusé aux États-Unis. Bon, là, c'est pour Superstars, donc on s'en fout. Voilà, au Québec. Au Canada, pardon. Au Canada, toujours. Au Japon, TV Tokyo que j'ai prolongé. Voilà, il reste 11 mois en small. USA Network en medium et wow pour Superstars au Japon. Donc j'ai pas de deal pour le Mexique, j'ai pas de deal pour l'Europe, j'ai des deals nulle part. Donc là j'ai vu pour le pay-per-view. Si on regarde, j'ai dit commercial pour les îles britanniques, voilà, c'est STV. C'est STV, mais STV on avait déjà vu, ils veulent pas rajouter de catch sur leurs antennes. C'est que le Mexique en very small, donc c'est pas super intéressant. Regardons notre size, parce qu'il faudra que je la remette là où elle était. Au Mexique, on est 14 dans 2 régions et le reste c'est à 10. Ils savent pas qui nous sommes au Mexique. On ne nous connaît pas. Et en Angleterre, on est à 24 partout. Donc, on va step up grave. Ça nous permet d'avoir des deals télé. Après, on va récupérer notre popularité parce que, je vous ai déjà expliqué, c'est un peu bizarre comme système. Bon, on y va. On part sur UWA. Allez, on va les racheter. De toute façon, on va rien prendre. Il y a juste un truc que je vais regarder au niveau des événements. Every Sunday. Voilà. Ils ont un show, un gros événement, mais c'est noté en importance en tant que normal. S'ils avaient eu des gros événements, des gros shows avec une importance supérieure, je leur aurais pris leur big événement. Parce que ça me permet d'avoir plus d'impact lors de ces gros événements. Donc allez, contact, attends takeover, c'est accepté, c'est très bien. Je vais juste regarder rapidement le roster s'il y a quelqu'un qui me saute aux yeux. Ouais, il y a la parka que j'avais déjà mis
dans ma shortlist. Mais on va y aller comme ça. Attends takeover, c'est parti. Alors si on fait takeover, on prend la compagnie et on l'a comme un espèce de territoire de développement, ce qui ne va pas m'intéresser. Je peux piller la compagnie, donc récupérer des workers, des titres, des événements, un show télé, éventuellement un broadcaster s'ils avaient créé leur propre broadcast, ce qui n'est pas le cas. Donc ça ne va pas m'intéresser, je vais simplement disband UWA et absorber leur popularité. Hop, c'est bon, le disband est complété. Donc WWF, hop, on a déjà perdu 768 000 $ ce mois-ci. Ok, on n'est plus qu'à 4,9 millions. Mais on va pouvoir aller voir les broadcasts maintenant. Hop, les broadcasts, on va regarder en commercial pour le Mexique. Et là, on débloque beaucoup de choses. On débloque beaucoup de choses et on va regarder tout de suite aussi le pay-per-view. Le pay-per-view. Pay-per-view câble. Il y a du matos. Donc c'est sympa. On va commencer par le pay-per-view. Donc on va pas pouvoir prendre celui-ci parce qu'il y a Puerto Rico qui est compris. Et si je me trompe pas, Viewer's Choice, il y a Puerto Rico. Donc ça rentre en collision. Donc ça va pas être possible. Puerto Rico, là il n'y a pas Puerto Rico pour MVS et Sky Mexico. Donc il n'y a qu'un seul broadcast en pay-per-view qui est disponible. Donc on va prendre MVS. Medium Risk, il n'y a personne qui est dessus, donc il ne devrait pas nous refuser. Pour les événements, ok. Diffusé en Medium partout. On va partir sur un deal d'un an. Ok. Après, le meilleur deal qui va nous être proposé, alors là, il y a l'Afternoon en 38. Sinon, il y a le Late Night. On va partir sur Late Night. En termes de répartition de pourcentage, on peut monter jusqu'à 30%. Donc on va partir là-dessus et on aura un podcast en pay-per-view. Ok. Donc sachant qu'au début, vu qu'on a une faible popularité, parce qu'on va rester à 14 et à 10, donc il n'y a pas beaucoup de monde qui vont nous regarder, mais on va quand même récupérer un peu d'argent. Et plus le temps va passer, plus on va gagner en popularité, plus il va y avoir de monde qui va nous regarder et on va récupérer de l'argent. Donc c'est un move sur le long terme. C'est sur le long terme. Ensuite, la télévision. La télévision, il ne faut pas que je prenne quelque chose qui est qui couvre Puerto Rico non plus. Donc un Canal+, très bien. Peut-être pas aller sur Canal+. Canal 5, Canal 5 on peut pas, il y a Galavision. Là il y a un deal très intéressant, Televisa, qui est en big partout. Et on va aller sur Televisa, parce que Televisa, je pense qu'il n'y a pas mieux. Ça diffuse déjà CMLL et AAA. Donc on va peut-être nous refuser la place. Tac, pour Monday Nitro. Pour Monday Nitro, on nous accepte. Ok, donc deal d'un an. Le meilleur deal possible, c'est Early Evening 69 ou le Late Night 61. On va prendre le Early Evening 69. Après, on est en collision avec beaucoup de shows. Beaucoup de shows. Il y a 5 shows. Hardcore TV, elle me met 4 fois Hardcore TV, donc il doit y avoir un bug. Et SNW TV. Mais nous, on est diffusé le mardi. Et Hardcore TV, je suis à peu près sûr que c'est le mercredi ou le vendredi. Donc je sais pas, il doit y avoir un bug. Ou alors c'est peut-être au moment de diffusion au Mexique. Mais je pense pas que la ECW se diffuse au Mexique. On va dire peu importe. On va se mettre sur le early evening. Alors par contre, si je me mets sur le early evening, Televisa, ils veulent que je leur file 70 000 $ par show. Et là, ça fait beaucoup. C'est mort. C'est mort. Ouais, c'est plus que mort. Early evening, malheureusement, c'est mort. Le late night, ils ne me demandent pas d'argent. On va partir sur le late night, c'est un peu moins bien. Et on va récupérer que 20% des recettes télé. Enfin, des recettes via la pub. Ok. Des annonceurs. C'est un peu faible, mais vu que la diffusion est en big, on devrait gagner de la popularité assez rapidement. Quand on propose des deals comme ça, c'est accepté, c'est très bien. Ok. D'habitude, je mets pas mes shows télé sur le même groupe de télévision. Mais là, je vais le faire. Voilà, juste parce que c'est le premier au Mexique. Bon, après, c'est Superstars, c'est pas très important. Bon, un an.
Ils veulent pas ce time slot là. Ils me laissent le late night à 15. Ou le early evening. Mais le early evening là pareil, il faut que je paye. Je vais pas payer pour diffuser Superstars. Faut pas déconner. Donc early evening et combien je peux récupérer de recettes? 20% là aussi. Ok. De toute façon, je pense que je vais rien récupérer avec Superstars. On va pas se mentir. Donc voilà, ça fait une première diffusion. Qu'est-ce que ça va m'apporter véritablement de diffuser Superstars? Je sais pas trop. Mais voilà. Ok. Le Mexique. Le cas Mexique est réglé. Ok. Donc on est diffusé dans plus d'endroits. C'est très bien. Maintenant, on va pas s'arrêter là. Comme je vous l'ai dit, on va aller racheter également la All-Star Wrestling. Là, c'est un peu plus cher, c'est $1 million. Donc pareil, All-Star Wrestling, est-ce que dans les événements, ils ont quelque chose d'un peu gros que je pourrais éventuellement racheter? Enfin, que je pourrais prendre, que je pourrais leur récupérer, leur piller. Non, ils ont que des événements qui ont une importance de normal. Donc ça ne va m'aider en rien. Donc je vais simplement take over et je vais absorber, enfin disband plutôt la compagnie. Allez hop, je disband et c'est fini. C'est fini pour la All-Star. Donc là on voit qu'on est maintenant à 3 900 000 $. On n'a jamais eu aussi peu d'argent chez WWF. Jamais eu aussi peu d'argent. Voilà. Donc il va pas falloir se louper. Il va pas falloir se louper. Le bilan économique du mois prochain va être crucial pour la suite de la série. Broadcast, on va refaire la même chose. Tous les broadcasts. On va faire tous les broadcasts qui veulent bien discuter avec nous dans les eaux britanniques. Mais on voit qu'il y a pas mal de choses quand même. On va d'abord partir sur le pay-per-view pour régler cette affaire. Cable pay-per-view. Voilà. Il y a le BSKYB, Beskip, je sais pas comment on dit, qui est en medium. Et après il y a Télé-Ouest qui est en big. Donc on va prendre Télé-Ouest. Hein. On va pas être neuneux. Prenons Télé-Ouest pour nos événements. Un an, ok. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Télé-Ouest veut un minimum de 12 épisodes garantis. Et Télé-Ouest ne veut pas m'offrir ce timeslot. Ok, bon. Le timeslot, on va régler ça maintenant. Qu'est-ce qu'il me dit? Alors Afternoon c'est bon, mais 42. Sinon, Late Night. Late Night 52. Bon, ok. Ils veulent 12 shows minimum. Ok. Ben, on va même mettre, 1, 2, 3, on va même en mettre 13 par sécurité. Parce que si dans 12 mois pile, on fait pas 12 événements, on risque de se faire un peu niquer. Donc on va en mettre 13. Et la première échéance qui arrive mettra fin au deal télé. Donc, que ce soit les 1 an ou les 13 épisodes. En tout cas, on va même mettre 1m14. Vous verrez pourquoi un peu plus tard. Donc, Late Night, parce qu'on ne peut pas avoir mieux. Donc, je revérifie. En note qui. Ouais, là, ils veulent que je paye pour ce truc-là. Sinon, c'est Afternoon 42. Afternoon 42, ça m'intéresse pas du tout. Donc 52, ok. Et combien je peux récupérer en deal? Je peux avoir 25%. Ok. Bah, partons là-dessus. Hop. C'est signé. Nous sommes chez Télé-Ouest. En pay-per-view. Et ensuite, pour la télévision, pour Monday Nitro, alors qu'est-ce qu'on a? On a Bravo, qui nous diffuse dans les 6 régions du Royaume-Uni, en médium, donc c'est bien. On a Bravo UK, bon là c'est very small, donc ça va pas nous intéresser. Challenge en medium, ok. Bon, Challenge, il y a déjà pas mal de compagnies dessus, donc ils vont peut-être pas vouloir nous prendre. Eurosport UK en small, donc ça va pas nous intéresser. NBC Super Channel qui nous diffuse également en Europe, en small. Ce qui pourrait être bien parce que j'ai aucune diffusion en Europe. S4C, c'est plus petit et ça diffuse dans moins d'endroits. Pareil pour Setanta. Et STV, de toute façon, on les avait déjà, mais ils ne veulent pas. Donc la question, c'est NBC Super Channel. Ou alors Challenge ou Bravo. Voilà, c'est en small ou est-ce qu'on part plutôt en medium?
Alors eux, pour négocier avec eux, c'est 41 de popularité dans 6 régions. Ok. Et Bravo, c'est 41 dans 2 régions. 41 dans 2 régions. Je pense qu'on va partir sur une année avec Bravo. Ouais. Ouais, on va faire ça. On va faire ça parce que vu que je vais reprendre ma popularité d'avant, être diffusé dans les 6 régions, ça va me permettre de gagner de la popularité dans 6 régions. Assez bien, parce que c'est en médium. Alors que là-dessus, même si je suis diffusé dans plus d'endroits, vu que je suis diffusé en small, ma popularité va moins vite grandir. Et il se peut que dans un an, je n'ai pas suffisamment de régions à 41 pour pouvoir redealer avec eux. Donc je pense que pour la première année, on va partir sur Bravo. Et on refera un point dans un an. Okay. De toute façon, on n'aura pas de meilleur deal d'ici là. Donc là, on a quoi? On a l'afternoon encore à 45. Sinon, le late night à 56. Bah, late night. On va se rabattre là-dessus et on peut avoir 25%. Ok, 25%, on est bien. Et après, il y a Superstars. Bon, Superstars, on va partir sur Challenge. Est-ce qu'il nous accepte Challenge d'ailleurs? Parce que Challenge, il y a déjà beaucoup de catch dessus. Superstars, New Deal, ouais, user, on s'en fout. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir? Afternoon 12 ou Late Night 14. L'un dans l'autre, ça va rien changer, on va pas se mentir. Donc, on va partir voilà, là-dessus, 25%, et on y va. Et on verra ce que ça va donner. Très bien. Donc, on est diffusé dans beaucoup plus d'endroits. Donc, sachant que maintenant, on est à 3 900 000 $, avec 1 800 000 de pertes, on va espérer que nos recettes de tickets pour Raw, un peu Superstars, pour notre pay-per-view in your house, ainsi que le broadcast en pay-per-view, nous permettent d'être sereins économiquement pour pouvoir à partir du mois prochain mettre Big Event au Japon. Ce mois-ci, Big Event, ce sera toujours aux États-Unis pour s'assurer une gate suffisante, pour voir où est-ce qu'on en est sur un mois complet. Et puis ensuite, on prendra des décisions pour le mois prochain. Et puis voilà. C'est ici que l'épisode se termine. Un épisode assez riche, hein, voilà, assez long, pas mal de bons shows. Une fin où tout va un peu jouer à qui tout double dans cette compagnie. Parce que peut-être que ces 2 moves financiers seront les 2 moves les plus décisifs de la série. Peut-être que tout va bien se passer à partir de maintenant, ou alors que tout va partir à volo. On ne sait pas. La suite au prochain numéro, comme dirait l'autre. Sur ce, en attendant, je vous souhaite tout ce que vous souhaitez. Portez-vous bien. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.